vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Merci en tout cas d'être avec nous. On est ravis de passer cette fin de semaine avec vous, avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile. Vous êtes en pleine forme? Oui, ça va. Ah, et puis... Vous avez eu ce petit... J'ai une bonne nouvelle. Ah, vous avez changé de voiture, on le sait. Non, pas du tout ça. Non. Il y en a une autre bonne nouvelle alors. Oui, j'ai lancé un produit révolutionnaire construit par l'intelligence naturelle. C'est-à-dire? Ça s'appelle le calembouromètre. Oui. Et on a une nouvelle vraie voix. Je l'ai testé et au calembouromètre, il est vraiment très bon. Non, ou il est vraiment poli. Non, il est très bon. C'est-à-dire qu'il est spirituel. Il n'a pas seulement écouté les vôtres assez foireux en général. Non, il en fait des très bons. C'est pas foireux, Philippe, c'est pitoyable. On a passé un stade. Les premières fois qu'on les entend, c'est des bonnes blagues. Le problème, c'est quand c'est la 200e fois. Mais Philippe Bilger a un petit carnet. Il note le nombre de fois où il répète les mêmes blagues. Et c'est sa méthode. Comme en prison, on met les petites barres. C'est la répétition. Bon, je vous laisse, j'ai l'impression qu'avec moi c'est le bail. On vous aime quand même, on vous garde. Allez Philippe, ce numéro de téléphone, le 0826 300 300 avec Aude qui est avec nous aujourd'hui, bien entendu au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Faute de place en France, des détenus bientôt envoyés au Kosovo, comme le Danemark ou la Norvège avant elle. La France s'ouvre à l'allocation de cellules à l'étranger. Alors parlons vrai, est-ce que cela représente une bonne méthode pour réduire la surpopulation carcérale? Et à la question, faut-il transférer des détenus étrangers vers l'Europe de l'Est? Vous dites oui à 63%. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Wilfried Funk sera avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Tentative d'enlèvement à Paris. Le père de la victime, pionnier de la crypto-monnaie, dénonce la mexicanisation de la France face à une criminalité qui cible désormais les fortunes numériques. Alors parlons vrai, est-ce que c'est le retour des rapts des personnes fortunées comme dans les années 60-70 avec le baron Empin, le petit-fils Peugeot ou le fils Mérieux? Est-ce que pour vous, nous avons les ressources pour protéger les patrons de la crypto-monnaie? Eh bien, vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, 5 centimes l'appel, et ce n'est pas de la crypto-monnaie. Et pour en parler, Bruno Pomar sera avec nous, président d'initiative sécurité intérieure et de Raid Aventure Organisation et ancien policier d'élite notamment du Raid. Vous êtes la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et la tête de proue de cette émission, Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Michael Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Michael. Bonsoir Michael. On est content de ça faisait longtemps Michael. Ouais, ça faisait trop longtemps. Vous étiez où là? Eh ben écoutez, à Paris, je travaillais. Voilà, je travaillais. Je vous rappelle que je suis consultant en communication. Non mais inventer des trucs de dingue. Je sauvais des gens. Vous n'étiez pas parti en Israël, non, Michael? Finalement, je suis pas parti en Israël, mais je vais y partir bientôt. Voilà, j'avais un peu trop de travail, mais ça ne saurait tarder. J'ai envie de prendre un peu de couleur et être aussi bronzé que Cécile aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas. Vous êtes bien bronzé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas allé en Israël. Ça s'appelle du maquillage, je vous le dis. En fait, c'est Bouygues. C'est Vinci. Non, c'est fond de teint. Oui, c'est les fonds de teint de chez Bouygues. En tout cas, vous n'êtes pas allé en Israël, mais aucune lamentation de votre part. Non, pas pour le moment. Oh, c'est beau, c'est beau. Samuel Le Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Un petit nouveau qui vient d'arriver, on le remercie en direct puisqu'on avait un Sébastien Ménard qui nous a lâchés au dernier moment. Et donc, du coup, Samuel a accepté de prendre le rôle. Merci en tout cas. Avec plaisir. Un esprit levé, j'en suis sûr. Moi aussi, je ne suis pas allé en Israël, mais par contre, j'ai beaucoup de lamentations pour ce soir. Ah bon, vous êtes mûr pour l'émission alors. Je suis pas d'accord avec les auditeurs. Vous êtes mûr. Ok, c'est bon. Allez, Bruno est avec nous de Béziers. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Comment ça va Bruno? Ça va très bien, merci. Je vois que vous êtes en forme aussi. Eh ben, écoutez, oui, comme d'habitude. Votre sujet du jour? Moi, je me faisais un peu de soucis pour France. Et puis, au fur et à mesure que je vois quelques sondages qui apparaissent sur la confiance des Français en la justice ou en la police, quand on parle de sécurité, d'immigration, je me dis quand même que peut-être que tout n'est pas perdu, parce que effectivement, les Français s'aperçoivent de plus en plus que l'immigration et l'insécurité sont un problème, que la justice, on ne peut pas trop avoir confiance. Et si les gens de droite déjà étaient quand même sur ce créneau-là, on remarque que les personnes de gauche aussi, pour une moitié, sont plutôt sur ce créneau,
ce qui montre que les électeurs de gauche sont en total décalage avec leurs dirigeants de gauche. Donc je me dis que peut-être tout n'est pas perdu. Allez, Philippe Bilger. J'ai oublié le prénom. C'est Bruno. Bruno a totalement raison. Dans la France, elle est très douée pour les évaluations et les constats. Et ce qu'il dit sur la sécurité est un événement assez nouveau. En effet, la gauche et l'extrême gauche ne sont pas très éloignés sur le plan conceptuel de considérer que l'insécurité, la violence sont des fléaux. Alors ensuite, il reste à les éradiquer lorsqu'on arrive au pouvoir. Mickaël Sadoun. Évidemment, moi j'ai toujours eu la conviction qu'on était, je sais pas, peut-être 3/4 des Français à avoir à peu près les mêmes convictions en matière de sécurité, d'immigration, etc. 2 Français sur 3, comme disait Giscard. Le problème, c'est que les 25 restants font plutôt partie de l'élite, donc ils ont quand même des leviers de commande dans ce pays. Ils sont dans la justice, ils sont dans l'éducation, à des hauts postes, dans l'université, dans les médias, etc. Donc c'est un pouvoir d'influence. Et la deuxième chose, c'est que le problème n'est pas tant d'aborder les problèmes que de se donner les moyens de les traiter. Et pour se donner les moyens de les traiter, moi je peux vous dire qu'il faut aller loin, parce qu'il faut passer par-dessus des juridictions suprêmes qui nous empêchent de mener les actions politiques adéquates, par-dessus l'Europe, et ça je peux vous dire que pour aller par-dessus l'Europe et pour contester l'Europe en public, c'est quand même difficile. Donc voilà, j'espère que la prise de conscience sera assez lointaine pour relever ces défis. Samuel Botton. Moi je voulais rebondir sur ce que disait Philippe, c'est-à-dire sur la considération de la sécurité pour les partis de gauche. Il faut se souvenir dans quel contexte François Hollande a quitté le pouvoir, ce que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont porté comme combat en matière de sécurité et comment ils ont été traités par leur parti. Aujourd'hui, on a fait un parallèle il n'y a pas longtemps sur les Royaumes-Unis et la gauche qui arrive. À tel point que plus ni l'un ni l'autre ne sont au PS d'ailleurs. Oui. Le PS a eu quelques coups durs, vous l'avez suivi ces derniers temps. Aujourd'hui, il arrive à se resituer à peu près à égalité avec LFI à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est un point. L'autre point, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni plus récemment. Et effectivement, l'arrivée d'une nouvelle direction à gauche et qui, elle, a tout de suite embrassé la question de la sécurité. Et ça a fait des parallèles avec ce qui se passait chez nous. Et alors, si on regarde quelle est l'émanation finalement de la gauche sécuritaire en France aux alentours de 2017, c'est le président que nous avons actuellement, mais il y a aussi eu un revirement et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec le gouvernement que vous avez. La question de la sécurité, elle est prioritaire, évidemment. Maintenant, est-ce que les choses ont fondamentalement changé entre ce qui se passait il y a 10, 15, 20, 30 ans et aujourd'hui? Non, pas forcément. Par contre, ce qui a changé, c'est ce que disait Mickaël, c'est la caisse de répercussion que nous avons aujourd'hui, des chaînes d'infos en continu, des réseaux sociaux, tout le monde qui a un avis sur tout. Et là, forcément, à ce niveau-là, la question commence à monter et à s'imposer comme centrale, alors que par moment, on a peut-être d'autres priorités à aller chercher. Donc effectivement, sur la question de la gauche et de la sécurité, oui, je serais tenté de vous dire que la question a toujours été traitée, peut-être pas autant que d'autres partis auxquels on peut penser, comme LR et le RN notamment, mais parce que peut-être aussi que cet électorat n'est pas prêt à traiter à bras-le-corps cette question. Merci beaucoup Bruno. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. J'ai parlé de la santé mentale des politiques. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus, le 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez réagir à cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h et merci de votre fidélité aux vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table des vraies voix, Philippe Bilger, Samuel Botton et Mickaël Sadoun. Et vous, aux 0826 300 300 avec Aude qui vous attend bien entendu dans un instant. Avec Philippe David, ce sera Félix Mathieu avec les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on dans un instant, Félix? On va parler des Ukrainiens, des Russes qui ont négocié à vide sans leurs dirigeants. Emmanuel Macron et les Occidentaux s'agacent. On va parler aussi du scrutin LR, c'est dimanche, et puis de ce moratoire de 3 ans contre les fermetures de maternité. Il a été adopté un peu à la surprise générale par les députés. En 3 mots, négociation, scrutin et donc maternité. Et tout de suite, c'est Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur la santé mentale des politiques que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Il y a beaucoup plus à dire que sur celle des vraies voix. Absolument. Et c'est un sujet, au fond, très sérieux dont on parle peu. La santé mentale et psychique des politiques. D'abord, il y a évidemment les politiques qui sont soumis à une intensité professionnelle et à une charge de travail colossale qui font qu'au bout d'un certain temps, ils sont victimes d'un désarroi
déséquilibre, de troubles, d'une fatigue, voire d'une dépression. Il y a d'autre part, ce qu'on oublie très souvent, c'est que les violences, les attaques, les dénonciations qu'ils subissent, au bout d'un certain temps, malgré leur courage quotidien, ils ne parviennent plus à les supporter et probablement ça altère leur personnalité et ça les traumatise au point parfois de les faire tomber en dépression. Et troisième idée, je finis là-dessus, c'est que les politiques sont comme le commun des citoyens. Parfois, ils ont scrupule à dire qu'ils sont mal, qu'ils sont en état de malaise, parce que ça apparaît évidemment comme un signe de faiblesse. Alors que probablement, oser le dire, avouer qu'on va mal, c'est peut-être le premier pas vers un progrès. Et il y a une élue qui disait quelque chose à la fin d'un article du Figaro très éclairant. Au fond, on revient vers la politique parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est comme être avec un conjoint violent. On ne parvient pas à le quitter. Mickaël Sadoun. C'est très bien dit. Vous savez, on commande souvent l'actualité politique sur ces plateaux et on retient pas nos mots. Parfois, on ose dire de tel ou tel politique qu'on le trouve mauvais, etc. Mais très franchement, les attaques ad hominem très violentes, comme j'ai vu par exemple récemment, et c'est pas de mon parti, mais Aymeric Caron qui a été pris à partie par un homme dans la rue qui lui a dit qu'il aurait envie de le tuer. Sincèrement, ce genre d'attaque, mais ça devrait être puni, mais avec une sévérité extrême. Extrême. Parce que je le dis, c'est pas populaire de le dire aujourd'hui, mais homme politique, c'est un métier très compliqué. Évidemment, il y a une charge de travail. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils ont peu de vie personnelle. J'entendais Laurent Wauquiez faire un discours sur ça et dire que ça lui demandait de mettre une partie de sa vie personnelle entre parenthèses, même si sa femme l'accompagne de temps en temps sur certains événements. Et en plus de ça, on se prend des baffes de partout avec une rémunération qui, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas énormissime, surtout pour un personnel inversement proportionnel au travail. Totalement. Et pour des hommes politiques qui ont franchement un niveau d'études et une carrure intellectuelle et une envergure de caractère qui leur permettrait de gagner 10 fois plus dans le privé. Il faut le dire. Pas tous. Sincèrement, quelqu'un comme Laurent Wauquiez dans le privé, il gagne 10 fois plus. C'est sûr. Donc voilà, je trouve ça très injuste et je rejoins le constat de Philippe. C'est évidemment qu'il y a énormément de dérives sur la question du traitement des politiques et le traitement qu'ils peuvent avoir aussi entre eux, sur la violence qu'on peut percevoir à l'Assemblée, mais sur ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a la question aussi de la vie privée de certains d'entre eux. Moi, le premier auquel je pense, c'est Chirac, et à toutes les épreuves personnelles qu'il a eu à vivre. Donc la question de la santé mentale, elle a toujours été là. Maintenant, ce qui fait rempart à tout ça, c'est la perception des Français d'un politique. Ce qu'ils attendent de lui. Encore plus quand on parle d'une présidentielle. On veut une figure forte, rassurante, et il y a très peu de place finalement pour les Français, c'est le successeur du roi de France. On a un petit côté monarchique. Pour imaginer, quand vous avez un politique qui, dans l'imaginaire collectif, gagne bien sa vie, et en face, une population qui tire un peu la langue, forcément, ils sont pas en position d'entendre ce qui se dira sur ces problématiques-là. Mickaël, juste un mot. Le pire, vous avez raison, les attaques contre les familles. C'est ce qu'ils disent. C'est affreux. C'est affreux. Merci beaucoup Philippe Bilger pour ce sujet passionnant qui mériterait un grand débat d'ailleurs. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont négociations, scrutin et maternité. Ukrainiens et Russes ont discuté de futures discussions, négocié sur des futures négociations. Bref, il ne s'est rien passé de notable à Istanbul. Emmanuel Macron juge inacceptable le refus russe d'un cessez-le-feu. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau jettent leur dernière force dans la bataille avant le vote dimanche pour la présidence de LR. Laurent Wauquiez qui dit tout le bien qu'il pense de Giorgia Meloni. Et puis, est-ce symbolique ou non face à la hausse de la mortalité infantile en France? Les députés ont adopté un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Les vraies voix Sud Radio. Un cessez-le-feu, peut-être un jour. Une rencontre Poutine-Zelensky, peut-être un jour. Bon, comme attendu, rien de très concret n'est ressorti des négociations russo-ukrainiennes à Istanbul. Sans Vladimir Poutine, ce sont des seconds couteaux, disons-le, qui négociaient. Ça a donc duré moins de 2 heures. De son côté, Emmanuel Macron était à Tirana, en Albanie, cet après-midi, aux côtés notamment des dirigeants allemands, britanniques ou polonais. Le chef de l'État n'a pas caché son agacement vis-à-vis de la Russie. Nous avons ensemble, à l'instant, eu une discussion avec le président Trump pour d'abord considérer qu'il était inacceptable pour une deuxième fois que la Russie, le président Poutine, ne réponde pas aux demandes qui ont été faites par les Américains, soutenues par l'Ukraine et les Européens. Pas de cessez-le-feu et pas de rendez-vous à un niveau décisionnel.
et pas de réponse sur le cessez-le-feu. Et donc dans ce contexte, nous allons continuer de nous coordonner avec nos partenaires européens, la coalition des volontaires et les États-Unis. Il y aura dans les prochaines heures des nouveaux contacts et des retours et nous apporterons les réponses requises. Le président de la République, Emmanuel Macron, cet après-midi en Albanie. En fait, il n'y a pas de surprise, Philippe Bilger, on ne tombe pas des nues quand on voit ça. Non, mais le président a raison, et tout de même, quand on sait que cette nuit, il y a encore eu des 26 morts à la suite, franchement, j'ai rarement éprouvé, ça ne va pas faire changer le monde, autant d'antipathie profonde pour un dirigeant comme Poutine. Je ne supporte pas ce tueur. Je suis entièrement d'accord avec Philippe. Je ne vois pas. En tout cas, ça me fait quand même penser quelque chose, c'est que l'arrivée de Trump au pouvoir n'a pas produit le miracle que certains pensaient, ni à Gaza ni en Ukraine. Donc vous voyez que même avec toute la brutalité du monde, il y a quand même certaines choses qu'on n'arrive pas à faire bouger, et notamment la volonté de ces dictateurs. Mais c'est presque pervers, je trouve, le jeu de Poutine. Poutine, Samuel. D'ailleurs, Samuel Trump a dit hier, il n'y aurait pas de paix tant qu'il n'aurait pas rencontré Poutine. Bon, le jeu de Poutine, qu'il soit pervers, on le sait, il n'y a pas de surprise là-dessus. Là où ce que Michael dit est intéressant, c'est qu'effectivement, moi j'ai eu la faiblesse de penser à un moment que l'arrivée d'une personnalité comme Trump, avec un profil assez incontrôlable, aurait eu tendance à ramener peut-être un peu de contrôle. Et on a presque touché ça du doigt au mois de janvier, notamment sur la situation à Gaza, et on y a presque cru en Ukraine, notamment pendant l'enterrement du pape. Et en fait, non, pas du tout. Et je pense qu'on va rentrer encore dans de longues phases de négociations qui ne font que traîner. Et j'ai du mal à voir une issue positive à cette situation. Parce qu'à un moment, il va falloir que quelqu'un se mette en rempart et dise à Poutine d'arrêter. Je n'en vois pas un aujourd'hui qui soit capable de le faire. Allez, tout de suite, le deuxième mot, scrutin. Les adhérents choisissent dimanche entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez chez les Républicains. Les deux candidats jettent leur dernière force dans la bataille pour convaincre les 120 000 adhérents LR. L'un, Bruno Retailleau, surfe sur ses fonctions de ministre de l'Intérieur, durcissement des critères de naturalisation, bras de fer avec l'Algérie sur les OQTF. Et l'autre, Laurent Wauquiez, la joue plus à droite que moi tu meurs. Les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, le RSA limité à 2 ans, l'alliance des droites de Darmanin à la zémouriste Sarah Knafo, dit-il. La dernière sortie de Laurent Wauquiez, c'est sur LCI hier soir, cet éloge de l'italienne Giorgia Meloni. Ma proposition n'est pas la dilution dans le macronisme, ni dans ce gouvernement, ni dans le projet que je veux. Mais il y a en revanche un modèle que je trouve très intéressant. La politique que mène Giorgia Meloni est un modèle à mes yeux pour la droite. Parce qu'elle, au moins, il n'y a pas seulement des paroles, il y a des résultats. Je vois ce qu'elle a fait sur l'immigration illégale, qu'elle a fait baisser de 65%. Je vois ce qu'elle fait en même temps sur le redressement de l'économie, où elle a diminué le déficit budgétaire, l'Italie est en excédent commercial, ils ont diminué leur taux de chômage, et surtout, ils se sont attaqués à l'assistanat. C'est une droite qui marche sur ses deux jambes, la fermeté sur la sécurité et l'immigration, la revalorisation du travail. Laurent Wauquiez, président des députés LR et aspirant président du parti face à Bruno Retailleau, c'est donc dimanche que les adhérents tranchent. Philippe Bilger. On a tellement insisté sur les similitudes des programmes sur le fond et les petites différences sur le plan des personnalités qu'on oublie, en tout cas de mon point de vue, que dimanche soir, c'est le futur de la droite qui va être engagé. Où c'est Retailleau avec ce que j'estime être une voix douloureuse, difficile, mais très importante, et de l'autre côté, Laurent Wauquiez, le politicien domine. L'alliance de Darmanin à Knafo sans passer par le RN, c'est crédible ou pas ? Non, je ne pense pas que ce soit faisable, mais en tout cas, ça donne un indicateur politique du fait que Laurent Wauquiez se positionne plus à droite que Bruno Retailleau dans cette campagne, contrairement à ce qu'on pensait. C'était pas facile. Ouais, contrairement à ce qu'on pensait au début, parce que en fait, ils sont partis d'une situation qui était exactement inverse, où Bruno Retailleau, avec sa filiation conservatrice, Philippe de Villiers, François Fillon, avait une image plus à droite, plus conservatrice que Laurent Wauquiez. Et au terme de cette campagne, c'est l'inverse. Moi, je trouve que Laurent Wauquiez a plutôt bien joué sa carte, mais j'en parlerai dans mon tour de table, qui, j'en suis sûr, passionnera les auditeurs. Ça, c'est du teasing. Samuel Botton. Je pense que, vu le contexte, la question de l'union des droites, du Rassemblement national jusqu'à LR, en mettant de côté certaines personnalités, c'est plus qu'une question de temps. C'est-à-dire à un moment, on va devoir y arriver. Je ne vois plus aucune différence entre le discours qui était porté à l'époque par le RPR et aujourd'hui qui est porté par des partis beaucoup plus à droite, comme notamment le Rassemblement national. Donc, il faut faire sauter définitivement cette digue et accepter qu'on est passé à un autre temps. Et puis, à un moment, c'est une question de responsabilité. Alors, si vous me demandez, est-ce que j'imagine Retailleau et Wauquiez aller se ranger derrière Marine Le Pen, pas une seule seconde. Mais dans la logique de ce que nous voyons depuis des années, c'est une finalité qui est hautement probable. Troisième mot. Ah oui, Wauquiez, c'est purement tactique, hein, Michael. Ah probablement. Mais je veux dire, on verra la suite. Donc, ça n'est pas...
Troisième mot, maternité. Les députés ont adopté hier soir un moratoire sur leur fermeture. Moratoire parti d'un constat. La mortalité infantile est repartie à la hausse en France depuis 2011. Un taux de 4,1 décès pour 1000 bébés nés vivants l'an dernier. 4,1 contre 3,5 en 2011. Le groupe Lyot a donc profité de sa niche parlementaire pour proposer un moratoire afin d'empêcher les fermetures de maternité pendant 3 ans. Texte adopté un peu à la surprise générale. C'est Paul-André Colombani, député de Corse et médecin de profession, qui avait défendu la proposition en tribune à l'occasion de la niche parlementaire de son groupe Lyot. De nombreuses petites maternités jouent un rôle crucial dans de nombreux territoires et en particulier des territoires les plus isolés. Il n'est pas acceptable d'éloigner encore plus les femmes de leur lieu d'accouchement et c'est pourquoi nous devrons garantir la pérennité de ces établissements. Je veux lever les inquiétudes. Ce moratoire n'est pas une sanctuarisation systématique. Si une maternité est dangereuse pour la sécurité des mères et des enfants, sa fermeture s'imposera. Il faut impérativement sortir d'une logique dogmatique qui pourrait prévaloir dans un sens ou dans l'autre. Je le répète, notre seule boussole doit être la santé des mères et des enfants. Voilà, le député Colombani répondait un peu, mais effectivement, les opposants à ce moratoire s'inquiètent qu'on maintienne des petites maternités en survie artificielle, même quand il n'y a plus assez de praticiens pour assurer dedans des accouchements en toute sécurité. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces détenus français bientôt qui pourraient être transférés au Kosovo. Faute de place, la France suit l'exemple du Danemark et loue des cellules donc à l'étranger. Alors parlons vrai. Est-ce que cela représente une bonne méthode pour réduire la surpopulation carcérale? Et la question, faut-il transférer des détenus étrangers vers l'Europe de l'Est? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels ainsi que les vrais voix au 0826 300 300. Et Wilfried Funk sera avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Soyez les bienvenus. On fait une toute petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver autour de cette table. Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole, bien entendu. Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Samuel Boton qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, en tout cas Samuel, expert en communication chez Step Conseil. Et tout de suite, avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France cherche à transférer des détenus étrangers vers les pays de l'Est. Gérald Darmanin a envoyé une circulaire aux procureurs et directeurs d'établissements pénitentiaires vendredi 21 mars pour leur demander de faire du repérage des détenus étrangers éligibles à une expulsion du territoire français. Telle délocalisation permettrait de résoudre en partie la question ultra sensible de la surpopulation carcérale. Au 1er janvier 2025, il y avait 80 669 détenus en prison pour 62 385 places normalement prévues. Et faute de place en France, les détenus pourraient être redirigés vers le Kosovo, comme le Danemark ou la Norvège avant elle. La France s'ouvre donc à la location de de cellules à l'étranger. Enfin, des voitures pour les emmener. Vous avez un avis. Parlons vrai. Ça sent le week-end. Parlons vrai. Est-ce que c'est le moyen qui éviterait de construire de nouvelles places de prison, ou faut-il également construire de nouvelles places de prison? Et à cette question, faut-il transférer des détenus étrangers vers l'Europe de l'Est? Vous dites oui, avec un score de 2 Français sur 3. On en parlait tout à l'heure avec 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Wilfried Funk est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Monsieur le secrétaire national, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Philippe Bilger. Au fond, et pardon de faire une réponse un peu artificiellement consensuelle, je considère que pour régler le problème des prisons, il faut tout faire. J'entends par là que rien ne me choquera de ce qui permettra de gérer les prisons d'une manière convenable. Aussi bien une politique pénale sur le fond qui ne mettra pas tout le monde en prison, je veux dire des gens qui ne sont pas dangereux pour la société et qui garderont l'essentiel des prévenus ou des accusés. Deuxième élément, pourquoi pas en effet construire très rapidement, comme le prévoit Gérald Darmanin, des structures modulaires qui permettront d'incarcérer. Pourquoi pas en effet, pour répondre directement à la question,
situation, aller faire incarcérer à l'étranger, là où on le peut, des détenus qui ne peuvent plus l'être chez nous, il faut considérer que pour une fois qu'on a un garde des Sceaux qui s'occupe véritablement du problème de la prison et notamment de son aspect quantitatif, eh bien, il faut accepter l'idée qu'une multitude d'outils doivent être utilisés. Mickaël Sadoun. Oui, pour moi, je vais vous dire, je ne pense qu'au résultat. L'objectif, c'est que ces détenus étrangers ne soient plus dans les prisons françaises, parce qu'on a déjà une surpopulation carcérale, parce que c'est des gens qui nous coûtent cher, et parce que c'est des gens qui, même s'ils n'étaient pas en prison, auraient vocation à sortir du territoire. Donc, la solution de les expulser dans leur pays d'origine. Trop compliqué parce que c'est tout un tas d'accords diplomatiques, bilatéraux, les accords avec l'Algérie, puisqu'on sait que beaucoup de détenus étrangers sont algériens, etc. Donc ça demanderait trop de temps. Ok, donc pas cette solution-là. Les transférer dans une prison à l'étranger, comme le fait le Danemark, comme a essayé de le faire Meloni, visiblement pas toujours avec du succès. Ça semble un petit peu compliqué. Je crois qu'il y a des verrous juridiques à ça que je détaille même pas ici. La solution qui a été proposée par Laurent Wauquiez de les menacer, de les transférer à Saint-Pierre-et-Miquelon, me semble pas une aberration totale. Me semble pas une aberration totale parce que elle joue sur la volonté des détenus de rentrer chez eux. C'est une menace. Ils pourront pas s'évader. Non, ils pourront pas s'évader, mais ils rentreront chez eux dans la prison de leur pays d'origine. Voilà. Samuel Botton. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de réaxer ça un peu sur les comptes publics. Si on regarde ce qui se passe notamment pour le Danemark, à partir de 2027, location de 300 places pour une durée de 10 ans, 200 millions d'euros. Aujourd'hui, 200 millions d'euros par an ou pour 10 ans ? Non, 200 millions d'euros pour la durée. Mais on parle de 300 places sur 10 ans. Oui. Donc aujourd'hui, dans un pays où on a un ministère de l'éducation qui est à l'abandon, où on a beaucoup de mal sur la politique sportive, alors qu'on sort d'une année de JO, qu'on en a fait tout un foin. On peut prendre d'autres problématiques que nous avons, se dire, on va aller sortir cet argent pour prendre en charge des détenus dans notre pays. Déjà, ça pose beaucoup de problèmes. De la langue, de la culture, du droit, c'est-à-dire sous quel régime, ce que vous disiez avant l'émission, sous quel régime vont-ils être traités ? Oui. Il faut trouver de la cohérence. La solution, elle n'est pas mauvaise. Le droit de visite. Le droit de visite. Oui. La cohérence, il y en a eu sur ce qu'a fait la Belgique. La Belgique, elle s'est rapprochée d'un pays frontalier qui est la Hollande. Qui parle la même langue. Qui parle la même langue et tout plein de choses. Sur une durée spécifique, de 2012 à 2016, je crois à peu près, et juste le temps pour eux de revenir à niveau de leurs équipements pénitentiaires. Ça, c'est une solution. À nous de voir ce qui se passe au niveau des pays frontaliers, éventuellement de le mettre en place sur une phase de test. Mais aujourd'hui, aller expliquer aux Français, ne vous inquiétez pas, tous les prisonniers étrangers, on va vous les envoyer au Kosovo, je sais pas quoi, c'est pas tenable. C'est pas tenable, ça sort de nulle part et surtout, financièrement, c'est pas chiffré. Allez, Wilfried Funk est avec nous. Bonsoir Wilfried Funk, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP. Une nouvelle idée, même si elle n'est pas récente, qui pourrait peut-être nous délester et décharger en tout cas ces prisons. Oui, alors après, moi, j'essaye d'aller en tout cas au-delà de l'annonce et au-delà de l'idée. L'important sur ce sujet-là, c'est que la surpopulation pénale et la problématique qu'elle pose depuis près de 40 ans dans les prisons françaises entre enfin, j'ai envie de dire, dans le débat public. On a à la fois un président qui fait une annonce lors d'une émission télé et puis après derrière un garde des Sceaux qui quand même donne un peu plus de détails sur cette idée-là. Mais on sent au moins que là, on a un garde des Sceaux qui a envie de prendre à bras le corps le sujet. Alors, est-ce que c'est un bon moyen de délocaliser les incarcérations? Maintenant, on verra les tenants et les aboutissants de ce projet, parce que ça reste encore une fois malgré tout une annonce sur laquelle on n'a pas de détails particuliers, ni sur sa conception, ni sur sa mise en œuvre. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, essayons de regarder ça comme une idée, voilà, parce que je pense que toutes les idées sont à mettre sur la table s'agissant de la surpopulation carcérale, et puis après, on verra effectivement ce qui conviendra de faire, si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée de plus. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction Boulogne-Billancourt. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à toutes et tous. Et vous n'êtes pas franchement d'accord avec cette proposition a priori? Bah non, pas trop d'accord. Je trouve que pour être tout à fait honnête, le symbole et le message qui est envoyé à dire tiens, et si on envoyait nos prisonniers, nos indésirables, nos mauvaises personnes assez loin de nos yeux, en fait. Je trouve ça un peu catastrophique.
Mais alors, ce ne seraient pas des détenus français, hein, ce seraient des détenus étrangers qui seraient envoyés vers des pays étrangers. Alors, on parle du Kosovo pour le Danemark, l'Estonie, un pays balte, donc ce serait porté, aurait fait office de bon service. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça, c'est une façon de présenter la chose. C'est-à-dire que, pardon, mais ces prisonniers, s'ils ont été condamnés par la justice française, quelle que soit leur nationalité, ils sont considérés comme des prisonniers français. Il faut arrêter d'exagérer. Donc pour moi, c'est un détournement d'une proposition qui est un poil raciste, à tout le moins un peu néocolonialiste. Vous allez peut-être un peu fort. Je ne savais pas que la race des étrangers existait. Hein. Et puis surtout, je ne vois pas en quoi renvoyer dans leur pays des étrangers condamnés en France, c'est porter atteinte à la Philippe, on ne sait même pas si on pourra les renvoyer dans leur pays. C'est-à-dire, c'est la grande inconnue. On les envoie quelque part, on ne sait pas ce qu'on en fait derrière. Baptiste, quand un pays, il y a l'Algérie, il y a d'autres pays, refusent de récupérer leurs délinquants et leurs criminels. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la France, c'est un peu devenu le lieu où les pays laissent leurs indésirables aussi dans ces cas-là? Mais non, mais vous savez très bien que ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'entends ce que dit Philippe Bilger et j'ai plutôt une certaine tendresse pour Philippe, même s'il n'est pas très bon au jeu de fin d'émission. La semaine dernière, ça s'est bien passé. Nonobstant les magouilles, c'est que mon point de vue. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je comprends Philippe. Mais en fait, quand vous dites ces pays-là ne veulent pas les récupérer, en fait, le souci c'est ça, c'est qu'on ne peut pas accepter ces gens sur le territoire, les condamner par la justice de notre pays et après dire au pays dont ils sont originaires, maintenant vous les récupérez. Vous voyez bien que c'est pas possible. D'ailleurs, ça ne se passe pas. Les pays étrangers refusent ça et c'est normal, ils ont été condamnés en France. Allez, bougez pas, Baptiste. Pierre est avec nous. Bonsoir Pierre de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, je crois qu'il existe dans le monde des lycées internationaux et il me semblerait qu'on pourrait dupliquer ça justement pour qu'il y ait des prisons internationales dans différents pays, notamment des prisons françaises. C'est pas mal. Alors, comment on verrait ça? Ça serait tout bête, hein. Vous savez, l'Algérie, le Maroc, vous avez 50% de la population, semble-t-il, qui est incarcérée, qui est d'origine justement marocaine ou étrangère. Je pense que justement, on pourrait à ce moment-là utiliser ces prisons-là à l'étranger pour pouvoir les mettre dans leur pays d'origine, puisqu'ils estiment avoir certainement souvent la double nationalité, s'estimait beaucoup plus d'ailleurs étrangers que français, et en parallèle, ça permettrait de les faire gérer par le pays d'origine, c'est-à-dire appliquer la loi du pays d'origine. Pierre, il faudrait que les pays d'origine soient d'accord, d'abord. Pour construire les prisons qui vont avec. Les prisons qui vont avec, oui, là... L'idée est bonne, hein. Oui, mais que je sache, les lycées internationaux sont français, ils sont pas étrangers. Ils sont entre un lycée et une prison, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est Non, mais c'est une idée. Oui, c'est une idée. Voilà, c'est une négociation qu'il faut justement mener. Hein. Les politiques sont pour ça, où ils ont justement des diplomates pour permettre ce genre de choses, et surtout, ça éviterait cette surpopulation en France, et ça permettrait justement peut-être à certains de réfléchir, parce que lorsqu'on est dans un pays étranger, notamment au Maroc et en Algérie, ce n'est pas les mêmes façons d'opérer, et je pense que ça les ferait peut-être réfléchir pour éviter de recommencer. Parce que lorsqu'on dit tout le temps, ah ben oui, mais vous vous rendez compte, ils vont pas pouvoir voir leur famille, mais on est où là? C'est franchement ridicule. Ou le gars, il est condamné parce que justement il a fait une bêtise, ou alors on continue à lui donner du petit lait pour qu'il continue à faire le con une fois sorti. Moi, je trouve que quand même, franchement, là, ceux qui s'opposent à ce type de projet sont pour moi ridicules. Allez, il est remonté comme une pendule, Pierre. Bougez pas. Bruno est avec nous. Bonsoir Bruno. Ça réagit énormément. On vous écoute Bruno. Non, mais moi quand j'entends la proposition d'Emmanuel Macron, je vais rejoindre Philippe Bilger dans son réquisitoire. Je me pose la question sur l'état psychologique, voire plus de nos élus, et en particulier d'Emmanuel Macron. Parce que pour sortir une ânerie pareille, ça vient de quoi en fait? Ça vient déjà à la base qu'il n'a pas respecté la promesse qu'il avait faite de construire des places de prison. Parce que c'est pas une promesse de 2022, c'est une promesse de 2017. Il en avait promis 15 000 et on en est très loin, on en a fait le tiers. Le problème, c'est que les maires refusent. Oui, c'est pas vrai facile. aussi. Bah oui, c'est pas tout à fait de sa faute non plus. Aussi. Pardon, et puis c'est parce que les maires refusent de faire les prisons dans leur ville. Ils veulent des prisons, mais ils les veulent pas chez eux. Donc c'est difficile. Oui, non, mais ça on est d'accord. Mais l'État, qui décide à la fin?
Ah ben, parfois c'est le maire. Parfois c'est le maire, mais c'est une négociation parfois tendue aussi. Ça veut dire qu'il faut exproprier le maire. Non, mais il n'est pas foutu de renvoyer les étrangers chez eux délinquants ou criminels, et là maintenant on va les envoyer au Kosovo ou je ne sais où. Non, ça tient pas. En plus, je vais rebondir sur avec une notre argent, règle. parce que ça va nous coûter des sous. Hein. Oui, évidemment, c'est toujours pareil. On va payer nous à l'étranger pour faire garder nos prisonniers, et on n'est pas foutu de faire des prisons chez nous. Bon, mais en plus, il y a une règle quand même pénitentiaire, alors je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, qui est qu'on doit autant que possible garder le lien familial des détenus. Alors moi, ça ne me pose pas de problème s'ils sont coupés de leur famille, parce que au final, ils l'ont bien cherché. Mais la règle, elle est là, c'est que comment on va faire pour que les familles puissent aller les voir, les avocats. Comment vont faire les avocats aussi pour pouvoir les défendre. Ah bah là, ce sera les condamnés définitifs qui partiront, pas les gens en préventif qui doivent être extraits pour être envoyés au palais de justice, pour être écoutés par les gens. Ça fait rien. Après, il faut un cadre réglementaire pour demander des remises de peine, adapté. Pour demander éventuellement une baisse de la sûreté. Ils ont quand même besoin de leur avocat. Restez avec nous, Bruno. Wilfried Fonck, vous entendez nos auditeurs. Les avis sont multiples et variés, on va dire ça comme ça. Multiples, oui, variés, je ne sais pas. Non, en effet, c'est vrai que c'est un sujet qui fait polémique, et je pense que là-dessus, en tout cas sur la surpopulation carcérale, il n'y a pas de polémique à avoir parce qu'elle est bien là, elle est bien existante. Plus de 82 000 détenus pour 62 000 places opérationnelles. Donc oui, aujourd'hui, l'intérêt en tout cas de ces annonces-là, c'est que enfin le sujet vienne sur la table et que l'opinion publique s'en saisisse, puisque on voit un peu les réactions des auditeurs. Après, derrière ça, est-ce que réellement ça va résoudre le problème de la crise globale de l'administration pénitentiaire? Je ne le crois pas. Il est évident, comme on a pu l'entendre, que c'est aussi quelque part un aveu d'échec de la politique de construction des places de prison dans notre pays. Donc, et puis derrière va se poser aussi la question de la souveraineté, parce que quelque part, la justice française est prononcée, enfin en tout cas les décisions qu'elle prend et les sentences aussi qu'elle prononce sont au nom du peuple français. Donc quid de l'exécution de ces décisions et de ces sentences. On a aussi déjà vécu en tant que personnel la contractualisation de nos missions, c'est-à-dire que de plus en plus on permet à l'administration pénitentiaire de recruter des emplois précaires. Il faut pas oublier que ça reste des missions aujourd'hui régaliennes, et que après avoir contractualisé les emplois, on chercherait peut-être aussi à délocaliser une partie du service public pénitentiaire. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ces annonces-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous on a en tout cas une grosse attente du ministre, c'est qu'il vienne nous expliquer quel est le fond en fait de tout ça, et comment lui compte mettre ça en place, et quelles seront surtout les conséquences pour les personnels. Alors ce qui est sûr, c'est que ça donne un os à ronger, c'est-à-dire que ça permet d'occuper le terrain, Philippe, de la discussion, en attendant de trouver d'autres solutions. Ah mais notre ami l'a dit tout à l'heure, le garde des Sceaux c'est le premier à s'occuper du problème pénitentiaire, et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il ne fait que cela, et Dieu sait que c'est un terrain important. Mais j'aurais aimé, si c'est possible, demander à Wilfried Fonck qu'est-ce qu'il pense. Il paraît que le transfert de 100 narcotrafiquants dans la prison faite pour eux suscite beaucoup d'agitation dans le milieu pénitentiaire. C'est exact ou pas ? Alors, ça suscite de l'agitation, j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Ça en suscite parce que effectivement c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on va avoir là non plus des quartiers comme on pouvait avoir avec les détenus terroristes, mais un établissement complet dans lequel on va accueillir un profil bien spécifique de détenus. Et puis quelque part ça n'en suscite pas parce que c'est aussi une évolution, notamment que l'UFAP-UNSA Justice souhaite, c'est-à-dire que nous ça fait quand même depuis 1992 qu'on demande la construction et la création d'établissements spécialisés et adaptés au profil pour justement pouvoir prendre en considération à la fois les risques mais aussi les potentialités de réinsertion, parce que derrière il y a aussi cette question-là qui se pose, parce que la réinsertion c'est aussi quelque part lutter contre la récidive, donc lutter aussi contre la surpopulation carcérale. Donc et oui, ça engendre forcément des questions parce qu'on part un peu vers l'inconnu et puis on a envie de voir comment ça va se passer au moment de l'ouverture. Mais d'un autre côté, c'est une évolution et il ne faut pas être fermé à ça, quoi.
Merci beaucoup en Merci tout cas à beaucoup. nos auditeurs et merci à vous Wilfried Fonck, toujours aussi passionnant parce que c'est vrai qu'au moins on a une vraie vision de ce qui se passe à l'intérieur. Secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA, et merci à nos auditeurs. Vous restez avec nous dans un instant. Qui c'est qui l'a dit avec le petit nouveau Samuel Botton. On va voir si il laisse gagner Philippe Bilger pour obtenir J'ai pas révisé aujourd'hui. Si la corruption était vraiment sanctionnée en France, la surpopulation carcérale serait encore plus élevée de 2 personnes. Oui. Je ne vise personne spécifiquement. Il y aurait l'arbitre. Déjà, je vous en prie. Mais il y aurait l'arbitre pour faute, Philippe. Voilà, absolument. La faute n'est pas incarcérable, théoriquement. si. Maintenant, si. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on est ravis, elle passe vite cette semaine, c'est dingue, avec Philippe David, Philippe Bilger autour de cette table, Samuel Botton et Michael Sadoun, bien entendu, et notre Bruno de Béziers qui est avec nous. Bruno de Béziers, c'est joli Bruno de Béziers. C'est chic, je trouve, Bruno de Béziers. Bonjour, pourrais-je parler à Bruno de Béziers, s'il vous plaît. Bruno, c'est à vous de lancer le jingle. Alors, feu patate, c'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. La simplicité, parfois ça fonctionne bien, très bien même. Écoutez, Samuel, vous ne pouvez pas répondre tant que l'auditeur n'a pas répondu à la question. Et après sinon, après, c'est... La foire d'empoigne. Qui c'est qui l'a dit? Laurent Wauquiez veut fédérer ceux qui défendent les valeurs de la droite, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Bruno. Oui, il a dit ça, ce matin. Oui, c'était ce matin sur Sud Radio. Il se souvient plus du nom. Oui, il a dit ça ce matin. Déjà, c'est pas mal. Laurent Wauquiez. Non, c'est pas Laurent Wauquiez, c'est un de ses plus proches. Il a fait la une des journaux pendant les émeutes, parce que sa famille avait été attaquée. Vincent Jeanbrun. Bonne réponse de Michael Sadoun. Député LR, et c'était ce matin effectivement sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit? Sur la droite de Darmanin à Knafo, Bruno. Ça n'a aucun sens. Oh là, je l'ai pas non plus. Désolé. Copé. Bonne réponse de Michael Sadoun. Jean-François Copé, maire LR de Meaux. Et il est, comme par hasard, Philippe, il gagne, il est à côté de Philippe David. C'est quand même bizarre. Quand c'est la droite, moi je connais un peu. Qui c'est qui l'a dit? Maintenant, vous allez être perquisitionné parce que vous avez peut-être des informations sensibles. Bruno. Un député qui a fait le buzz. Oui, tout le temps. Mais qui c'est qui a été perquisitionné? C'est Delogu, mais après qui a dit... Oui, c'est Delogu. Bonne réponse de Bruno. Sébastien Delogu. Des députés LFI des Bouches-du-Rhône. Oui. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Quand on ferme une usine ou un service public, on fait élire l'extrême droite. Et c'est ça que fait Emmanuel Macron. Bruno. Je l'ai pas, mais c'est forcément quelqu'un de gauche, non? Oui, c'est pas une personnalité politique, mais syndicale. C'est forcément quelqu'un de bête. Attendez. Philippe, j'allais le dire. Il l'a dit dans le casque. Si. Non. Vous n'avez pas le casque, alors vous n'avez pas le Et je savoir. peux même préciser, il le dit sur BFM, c'est ça? Absolument. Un point supplémentaire pour moi, merci. Non, mais Bruno, vous l'avez dit, on est d'accord. J'ai dit Sophie Binet, mais je pense qu'on l'a dit en même temps, pour être sincère. Il l'a dit. Oui, mais vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Parce que vous êtes quand même Bruno de Béziers. Oui. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Il est honnête, c'est Bruno, il est bien. C'est la noblesse qui parle avec la noblesse. Qui c'est qui l'a dit? Il nous faut aller beaucoup plus loin. Des sanctions avec des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe. Bruno. Peut-être Macron? Non. Allez-y. Éric Lombard. Non. Trump? Non, français. Français? Non. Affaires étrangères. Bonne réponse, il l'a dit en premier. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il n'y avait pas de simultanéité dans nos... Qui c'est qui l'a dit? Elle est facile, Bruno. Il faut qu'on sorte du piège de l'assistanat. On arrête le RSA à vie pour les gens aptes au travail. Bonne réponse de Bruno. Il est en forme, ce Bruno. Président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit sur les relations avec l'Algérie? Ça ne bouge pas et ça s'empire. Bruno. C'est une femme.
Peut-être Marion Maréchal? Non. Marine Le Pen. Info? Non. Non. Non, non. Non. C'est un peu la tête de proue du gouvernement. Ah bon? Un peu. Un peu? Comé. Maud Bréjon. Après, Mais Sophie Prima, Philippe Bilger ouvre son compteur. Bah, il est Samuel, ça va Je venir. vous avais dit que j'avais pas révisé. Un peu la tête de proue puisqu'elle est porte-parole du gouvernement. Bruno, qui c'est qui l'a dit sur Bétaram? Il y a une omerta qui est organisée par le poids de l'Église de France. Alors c'est un député et qui a été vraie voix et qu'on a déjà eu dans les vraies voix. Bruno, mais il n'était pas député quand il était vraie voix. Non. Ah ben oui, s'il est député aujourd'hui, peut-être celui qui a fait la commission, Vanier? Non. Millième? Non. Même parti que Vanier. Même parti Vanier, et il a été vraie voix? Oui. Au début des vraies voix, il y a 6-7 ans. Ah, c'est pas Arenas? Bonne réponse de Philippe Arenas. Bilger. Député. Rodrigo Arenas. Et les Rodrigo filles, Arenas. qui c'est qui l'a dit? Je partage l'objectif de l'éradication du Hamas, qui est une structure fondamentaliste islamiste terroriste. Bruno. Il y en a tellement qui non, là je l'ai pas, non. Allez-y. Marine Le Pen. Bonne réponse, il a été un poil plus rapide. Ouais. Rue 24. Allez, la Absolument, dernière. il donne même tous les Il donne médias. même les médias. Qui c'est qui l'a dit? Vous avez l'heure ou pas? Non. Quel moment il l'a dit? Qui c'est qui l'a dit sur le chômage des seniors, Bruno? Il faut arrêter avec cette logique binaire où on est à 100% temps plein au travail ou 0% on ne travaille pas. Bruno. Non. C'est une ministre. Pas non plus. Ministre du Travail, je ferais tout. Bonne, oui, alors allez-y. Désolé, là le nom m'échappe. Son mari était très célèbre et il est décédé malheureusement il y a quelques années. Astrid. Bouvet, pas notion. Oui, c'est pas notion de Bouvet, mais il a dit, c'est bon, ministre du Travail. on le compte bon pour sa première. Allez, À on 3 lui points donne pour 3 Samuel, qui ouvre son compteur. On vous fait une fleur. Merci. Eh bien, je dois dire que ce soir, on doit dire, Cécile, que c'était très costaud. Mickaël Sadoun, 12 points. Philippe Bilger, 9 points. Bruno, 9 points. Philippe Bilger, 6 points. Et Samuel qui a ouvert le compteur revenu du diable Vauvert à la dernière question, 3 points. Last minute. 12-9-6-3, c'est parfait. Bravo Bruno, on est bravo parce que vous avez un très bon score. Très solide. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un bonheur de vous avoir comme à chaque fois qu'on a des auditeurs top comme vous. On vous souhaite un très bon week-end. Dans un instant, le journal et puis la météo avec Rémi André. Vous allez voir que tout va plutôt pas mal du côté du ciel. Et du côté de Philippe David, en revanche, c'est très nuageux. Hein. But choose France, but, pour prendre l'accent de Philippe Bilger, there is a problem. Je crash. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis de finir cette semaine avec vous. Et bien entendu, Philippe Bilger, parce qu'on fait plus qu'un duo, on fait un trio. Oui. Absolument. Un duo de choc. Sur lequel je me greffe. Je me délicieux. Et d'ailleurs, si c'était un trio cinématographique sur le qui c'est qui l'a dit, ce serait le bon, la brute et le truand. Enfin, le bon, ce serait moi, bien évidemment. J'essaie de me greffer sur le truand, c'est du duo. Le truand, c'est Philippe Bilger, donc vous seriez. Moi, je suis la brute. Par élimination, vous voyez. J'osais pas dire, vous l'avez déduit vous-même. Qu'est-ce qui reste? Vous savez quoi? Eh ben, ça me va bien. Je crois que c'est. Appelez-moi le commandant. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Et puis, vous laissez des messages sur notre répondeur. Et nous, les écoutons. Bonjour Anne-Marie Pays Basque. À écouter à la fois le médecin de l'hôpital Lariboisière, je crois, et la jeune femme qui a écrit le livre sur les urgences, j'avais l'impression que les médecins de garde n'existaient plus. Or, les médecins de garde, il y en a toujours. Hein. Je me suis renseignée à ma pharmacie et elle me dit si, les médecins de garde existent toujours, mais sont les urgences qui décident si on peut déranger le médecin de garde ou non. Alors, c'est là en effet où est le problème. Hein. Donc, c'est pour ça que les urgences sont sans arrêt sollicitées. Et c'est ça qu'il faudrait déjà revoir. Voilà. Merci. Elle n'a pas tort, hein. C'est vrai, Philippe Bilger. C'est fou ce que des gens, des citoyens ordinaires, ont du bon sens. Je vais dire, et le bon sens, je ferai plaisir à Françoise Degois, avec réticence, ça n'est pas qu'une valeur de droite. Mais elle a tout à fait raison.
Michael Sadoun. Moi, je m'opposerai à toi dans la mesure où je pense que le bon sens est une valeur de droite. La gauche préférant l'intellectualisme fumeux en général. Mais bon, sur le reste, sur le fond... Et joyeux Noël, prenez ça. Samuel Botton. Rien de plus à ajouter. Non, effectivement, il y a un vrai problème. Ça me rappelle une histoire qui a eu lieu, je crois, il y a quelques semaines, une petite de 2 ans, qui a dû faire un périple de 4 heures suite à une insuffisance respiratoire parce qu'à l'hôpital de Gap, elle n'a pas pu être prise en charge. C'est écoulé 2 heures, un hélicoptère, un renvoi vers Marseille. En fait, ça témoigne de la vraie urgence qu'il y a sur ces secteurs hospitaliers. Et ça renvoie un peu plus loin à la question des déserts médicaux, évidemment. Allez, merci beaucoup en tout cas. Dans un instant, les amis, le coup de gueule de Philippe David. J'espère que vous n'aurez pas mal à la tête. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous procurer des médicaments. C'est du clair-obscur. Hein. Absolument. Ça, c'est du teasing. Dans la confusion. Ça ne veut jamais rien dire. Donc ça ouvre tous les champs du possible. C'est pour ça qu'on est déçus derrière. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du jour avec Michael Sadoun, avec Samuel Botton et avec vous, Philippe Bilger, bien entendu, jusqu'à 19h. En entendant Félix Mathieu dans un instant, tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 17e arrondissement de Paris. Pourquoi le 17e ? Parce que c'est là que se trouve le siège de Sanofi et que l'annonce faite par le groupe pharmaceutique hier a causé beaucoup de réactions dans le monde politique et économique, jusqu'au ministre de l'économie et des finances. En effet, le groupe pharmaceutique a annoncé investir 20 milliards de dollars aux USA jusqu'en 2030. Un investissement qui pose question puisque le groupe a touché des contribuables français 108 millions d'euros de crédit impôt recherche en 2023, ainsi qu'entre autres aides, de 12,2 millions de bonus d'apprentissage et 5 millions d'aides diverses comme la BPI, l'ADEME, etc. Sans oublier bien évidemment que comme toutes les entreprises françaises, elle a bénéficié du quoi qu'il en coûte, dont on ne sait toujours pas combien il va réellement nous coûter. Sanofi, qui a fait près de 9 milliards d'euros de bénéfices en 2024, mais qui est en train de supprimer 325 emplois chez Sanofi Aventis R&D à Gentilly, Vitry-sur-Seine et Montpellier, un plan de licenciement, rebaptisé en France plan de sauvegarde de l'emploi, puisqu'on adore faire des euphémismes, annulé par la justice le 1er avril dernier. Ainsi, les contribuables français donnent de l'argent pour la recherche à des entreprises qui gagnent de l'argent pour que celles-ci suppriment des postes de R&D en France et à les créer ailleurs. Quitte à se poser des questions sur la gestion de l'argent public, il faudra se poser celle des aides aux multinationales également. Bref, on comprend mieux le courroux d'Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, qui a déclaré, je cite, « L'ampleur des investissements aux États-Unis, c'est sûr que c'est un mauvais signal à un moment où nous considérons et nous sommes convaincus que l'Europe et la France, c'est l'endroit où il faut investir et c'est un moment désagréable et une annonce désagréable. » Ah, c'est certain que le moment est désagréable puisque lundi, Emmanuel Macron recevra pour la 8e édition de Choose France des patrons venus du monde entier à Versailles en essayant de leur vendre l'attractivité de la France. On lui conseille de prendre du Doliprane que Sanofi vient de vendre pour passer le week-end à préparer ses arguments. Je suis frappé de voir, mais ma question est naïve. Comment, devant une situation que vous venez de dénoncer à juste titre, on n'a pas les moyens politiques et économiques pour s'y opposer? Peut-être y a-t-il un moyen, mais je ne suis pas assez expert dans ce domaine pour le proposer. Parce que face à cela, est-ce qu'on aurait pu concevoir un moyen pour éviter cette aberration ? Bon, moi, je vous rejoins sur une certaine hypocrisie de certaines entreprises et de certains entrepreneurs qui sont socialistes pour les subventions et très libéraux quand il s'agit des impôts. Vous m'excuserez, vous connaissez la formule. Oui. Qui ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, il est normal qu'une entreprise s'occupe quand même de ses intérêts personnels. Et Éric Lombard, je trouve, au lieu de déplorer l'investissement de Sanofi aux États-Unis, devrait aussi s'occuper de créer un environnement financier et économique attractif pour les entreprises en Europe. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de compter sur la générosité des entrepreneurs et des entreprises pour faire du patriotisme économique. Il faut aussi créer des conditions dans lesquelles leur investissement est rentable. Et actuellement, compte tenu des hausses d'impôts et de la situation économique en France, ça ne l'est pas. Voilà.
Samuel Botton. Alors Chirac disait les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et Hollande disait c'est pas grave, c'est l'État qui paye. Ben voilà, là on a toute la situation qui est posée. C'est très corrézien votre réaction. Tout à fait, grosse influence, mais il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire déjà en 2017, Johnson & Johnson avait licencié une 50aine de chercheurs sur un site de production majeur à l'époque. Oui. Ça n'avait pas fait réagir. Que Sanofi le fasse, très bien, comme disait Michael, c'est dans leur logique d'entreprise et de préservation de leurs intérêts. Là où, pour le coup, je l'ai un peu plus mauvaise, c'est qu'effectivement, avec cette ouverture de Choose France qu'on nous vend comme la grande égérie de la start-up nation et de l'attractivité française, on n'y est plus. On n'y est plus depuis 2-3 ans. On est beaucoup sur des effets d'annonce. Alors là, il y en a eu un déjà sur le fait qu'une entreprise de conseil, je crois que c'est EY ou KPMG ou quelque chose comme ça, allait produire 1000 emplois en France, mais c'est pas suffisant. Les conditions sont pas réunies. Je suis bien curieux de voir ce qui va se passer durant ces 3 jours de sommet, parce que aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour l'entrepreneuriat en France. Ce qui est paradoxal, parce que depuis un an, on n'a jamais eu autant d'entreprises en France. Donc, trouver le bon équilibre là-dessus et effectivement déplorer cette fuite des cerveaux et de la recherche sur notre territoire. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et pas facile d'ouvrir un hôpital psychiatrique. Le maire de Saint-Germain-en-Laye le constate et s'en agace dans les Yvelines. Le maire de Saint-Germain-en-Laye, qui est aussi président du centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Et dans un monde idéal, effectivement, Arnaud Péricard aimerait regrouper dans un nouveau lieu unique l'offre actuelle en psychiatrie qui est plutôt disparate et sous-dimensionnée. Sauf que, bonsoir Arnaud Péricard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio, maire Horizon de Saint-Germain-en-Laye, président de ce CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Sauf que c'est très compliqué, c'est ce que vous nous dites, dans les faits. Alors, c'est plus que compliqué parce que moi, je suis maire d'une ville où j'ai 24 000 élèves. Donc, la santé psychiatrique de nos plus jeunes, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation qui est partagée par tous les médecins et les soignants de l'hôpital. C'est dans le cadre du projet médical d'établissement, par la direction de l'hôpital, par tout le monde, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas essentiellement parce que on a des bâtons dans les roues, essentiellement administratifs, de la part de différentes autorités ou administrations de l'État, et ça devient une vraie complexité alors que l'urgence psychiatrique, elle n'est plus à démontrer sur notre territoire. On parle de problèmes d'immobilier, de personnel, des problèmes de quel type concrètement ? Non, on a le financement, on a l'immobilier, on a la communauté médicale qui est engagée derrière ce projet, mais on a des administrations de l'État qui se renvoient un petit peu la balle, qui changent de doctrine. Moi, j'en suis au 8e comité de pilotage que je fais en sous-préfecture sur ce projet avec toutes les administrations de l'État. Alors, parfois j'ai de la chance, elles ne changent pas d'avis. Parfois j'ai des avis qui sont un petit peu différents. Parfois on me dit qu'il faut 4 ans de préétude pour pouvoir commencer à déposer un permis de construire. Je rappelle que c'est un projet d'intérêt général. 4 ans de préétude. 4 années de préétude, et ce sont les services de l'État, parfois des préfectures, qui imposent ces délais-là, alors même que c'est pas un projet privé, c'est un projet d'intérêt général. Alors j'essaye de de ne pas trop m'arracher, le peu de cheveux qu'il me reste, mais aujourd'hui j'avais peut-être envie de passer ce petit coup de gueule, parce que voilà, vous parliez à l'instant d'attractivité, bien sûr que c'est important d'avoir des entreprises, mais voilà, nous on essaye aussi sur notre territoire de faire en sorte que l'offre de soins, et pour nos plus jeunes, elle soit adaptée à nos besoins. Nous, notre territoire, on a été marqué par 2 ans. Il y a 2 ans, pardon de vous raconter ça, mais par le suicide de 2 jeunes de 17 ans qui ont été malheureusement retrouvés décédés. Et je vous promets que l'un d'entre eux sortait effectivement des urgences psychiatriques de notre hôpital. Et la santé mentale de nos enfants, c'est une priorité. Et donc, nous, on ne lâchera rien. Mais je voulais quand même vous interpeller sur le fait que, voilà, parfois, quand vous mettez 10 administrations de l'État autour de la même table, c'est pas sûr que vous obteniez un résultat. Ouais. Et vous avez bien eu raison de nous alterner. À votre avis, monsieur le maire, est-ce que le pointillisme et le juridisme qui existent dans le processus administratif ne sont pas une manière très délétère d'interdire véritablement l'action? Alors, je crois que Philippe Bilger, vous avez tout à fait raison. C'est le cas, mais je rappelle qu'autour de la table, il n'y a même pas d'acteurs privés. Il y a des collectivités, des administrations de l'État, l'administration hospitalière. Ça n'est que des acteurs publics.
Donc c'est de l'argent public qu'on mobilise. 10 réunions à mobiliser des fonctionnaires, des agents. Si on ne voulait pas faire ce projet, on ne s'y prendrait pas autrement. Vous avez complètement raison. Et donc il faut tenir bon. Mais j'avoue que parfois il y a une prime au découragement qui est importante. Le choc de simplification, il y a encore du boulot, Samuel Botton. Depuis très longtemps, mais on a eu des ministres de la simplification administrative. Oui. Ça n'a jamais rien donné. Certains avaient même des phobies. Des phobies, oui, et d'autres avaient des casseroles aussi. Voilà. Non, moi ça m'amène à une question. Effectivement, Philippe, lui, a évoqué le côté juridique de projets de ce type. Moi, je voulais plutôt vous poser la question de la perception des citoyens de ce type de projet. On le voit par exemple, alors ça n'a rien à voir, mais effectivement, des salles de shoot, quand elles sont mises en place, ne suscitent jamais l'adhésion des riverains. J'ai moi-même connu ce cas-là sur les hôpitaux psychiatriques, notamment à Marseille. Et est-ce que vous, justement, dans votre commune, vous faites face à une adversité de la population ? Pas du tout, au contraire, la population est très en soutien. Tout le monde comprend que nos gamins, je ne veux pas faire un focus sur la santé mentale des jeunes. Moi, c'est ce cas-là qui me préoccupe parce que j'ai beaucoup d'élèves, de collégiens et de lycéens dans ma commune et dans les communes environnantes. Et tout le monde sent bien que parfois les parents sont désarmés depuis le Covid. On sent bien qu'il y a des cas de harcèlement, on sent bien qu'il y a des cas de suicide ou des tentatives de suicide chez les adolescents et les lycéens et qu'il faut apporter une réponse, et une réponse de santé, une réponse médicale. Notre population, elle est justement, au contraire, elle est derrière nous sur ce projet-là. Moi, j'aimerais bien que l'administration le souhaite également. Mais la santé mentale est une grande cause de l'État et c'est pour ça que je suis assez étonnée. Mais qu'est-ce qu'on vous oppose ? Comment on justifie 4 ans de... Parce que j'imagine que vous avez posé cette question. Qu'est-ce qui justifie ces 4 ans ? Alors, qu'est-ce qui justifie ? Alors, des études environnementales, une étude 4 saisons. Donc 4 saisons, c'est déjà 12 mois, évidemment, d'études, sachant que ces études avaient déjà été faites préalablement. Donc, il faut refaire les études, il faut réactualiser. La commission des sites, évidemment, qui peut se saisir. Une révision, éventuellement, des règles d'urbanisme. Ça, on peut le comprendre, parfois. Éventuellement, une étude globale, donc avec une enquête d'utilité publique. Enfin, vous voyez... Oui, mais si on chiffre tout ça, monsieur le maire, si on chiffre tout ça, parce qu'aujourd'hui on est quand même à un déficit assez énorme, est-ce que quelqu'un a chiffré ce que ça va coûter rien que pour imaginer quelque chose ? Ah ben rien qu'une étude 4 saisons qui est faite pour constater, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors c'est sûr que ça fait la fortune des cabinets de conseil, des bureaux d'études et des bureaux d'études bien sûr. Mais moi on avait chiffré à plusieurs centaines de milliers d'euros juste les préétudes nécessaires avant même de pouvoir poser la première pierre de cet établissement. C'est complètement fou. Ouais. C'est complètement fou. Mickaël Sadou, vous voulez dire un mot ? Non ? Bon, moi je rejoins évidemment ce qui a été dit sur la lourdeur administrative, sur les blocages de l'État, et évidemment j'entends ce maire qui visiblement a le souci de l'intérêt général. Je ne comprends même pas pourquoi il est bloqué dans cette action. Voilà. Mais par exemple, toutes les lois qu'on a empilées, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, vous avez parlé des études 4 saisons, etc. On n'est pas allé trop loin dans ce domaine ? On va trop loin. Qu'on ait le souci de la protection de notre environnement, c'est une évidence. La protection à travers les règles d'urbanisme, c'est une évidence. Le droit de l'urbanisme est le droit le plus complexe aujourd'hui qui soit. C'est incompréhensible pour le citoyen. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Quand vous faites des révisions, des modifications de PLU, le PLU c'est la règle qui s'applique chez vous, pour nous tous, les citoyens sont très peu mobilisés, ils ne comprennent pas. La règle est trop technique. Alors c'est sûr qu'on a voulu faire du juridisme, du pointillisme. On a une perfection juridique parfois dans l'élaboration des textes, mais le citoyen ne suit pas. Et même les services instructeurs, donc les services de l'urbanisme, ont du mal aujourd'hui à interpréter les règles. Oui, mais là, s'oppose un problème, c'est-à-dire que c'est l'environnement, la biodiversité qui s'oppose à la santé aujourd'hui de l'homme, quoi. Donc, oui, même à la sécurité d'ailleurs. Et à la sécurité. Donc, il y a un moment donné, il va falloir donner lesquels sujets sont les plus importants que les autres. Non, mais moi, je veux bien entendre qu'il y ait des espèces spéciales à protéger. Et je peux l'entendre. Oui, bien sûr. Et on peut trouver des accords et des arrangements. On peut les déplacer. Et on peut se déplacer, mais moi j'ai pas envie de jouer sur la santé mentale de mes enfants et des enfants qui sont éduqués dans ma ville. C'est une priorité. Vous avez rappelé que c'est une grande cause nationale. Voilà. Mais j'aimerais bien que la grande cause nationale, on envoie la traduction et que les services instructeurs et que surtout pour un projet d'intérêt général qui est porté
par le monde de la santé publique, encore une fois. C'est pas une clinique privée, c'est l'hôpital public, tout ça, qui veut faire ça, ne soit pas empêché par les mêmes administrations publiques. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire Horizon de Saint-Germain-en-Laye, président du CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Philippe, on parle de quoi avec vous ? On va parler de la commission Vanier, si j'ose dire. Oui, avec vous Samuel. Nous, on va parler Ligue 1, dernière journée demain, les droits remis en question, donc on va voir ce qu'on peut faire. Avec vous, Mickaël Sadoun. Moi, c'est quelle stratégie pour LR ? On en parle dans un instant, soyez. Ils vont être contents d'en avoir une grâce à vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, celles du vendredi sont toujours plus détendues, quoique, voilà, avec Philippe Bilger autour de cette table, Mickaël Sadoun et Samuel Botton. Tout de suite, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Mais on est chez les fous, là. Oui, je vous le donne en mille. Le meilleur fion, c'est celui de Lucette. Ah, mais là, c'est sérieux. Précisons que le fion, ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous, quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs, quoi. D'habitude, quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lay. Et il reste 4 secondes pour avaler. Le tour de table. De l'actualité. Mais qu'est-ce que c'est que ce jingle ? Il est très bon. Il est très bon. N'importe quoi, on nous fait dire des trucs terribles. Ah oui. À qui est-ce que François de Gaulle a dit qu'ils étaient moches comme des culs ? On va lui poser la question. Celui qui a plus exploité le fion, vous constaterez. Mais oui, c'était un gâteau. Moi, j'aime bien manger, vous le savez, Cécile. Oui, bien sûr, bien entendu. Et la mauvaise foi, vous en mangez aussi. Voilà, c'est ça. Philippe Bilger, allez, un peu de sérieux. François Bayrou, convaincu. Je n'ai pas pu écouter les 5 heures de François Bayrou, mais les extraits que j'ai pu écouter, les appréciations générales que j'ai lues, m'ont fait plaisir à l'égard de ce Premier ministre qui est trop traîné dans la boue, à mon avis, pour qu'on se permette de répudier les choses qu'il fait de bien. J'ai bien aimé sa réplique aux attaques très partiales qui lui ont été formulées à propos de Betaram. Je l'ai trouvé convaincant. J'ai trouvé que la commission sortait de son objet en faisant toute une histoire sur la tape que François Bayrou avait donnée en 2002. Et il me semble que François Bayrou a gagné le combat qui lui était proposé. Mais ça n'est pas ça que je veux tirer comme conclusion. Si on avait besoin d'une preuve pour savoir que Betaram, derrière une apparence d'investigation normale, n'avait qu'une finalité politique, il suffit de voir les réactions de la droite et du centre, j'y suis, qui approuve le Premier ministre, et celle de la gauche et de l'extrême gauche, quand on lit Mediapart, qui dit « Il est hors de question qu'on s'arrête là, on va continuer à mener la fronde contre lui ». Oui, moi, le fond du sujet de Betaram, avec la gravité que ça implique, je le conteste pas, m'intéresse moins dans la situation politique que l'instrumentalisation de l'opposition. C'est quand même très étrange que cette affaire sorte d'un coup, qu'elle sorte dans ces conditions, que ce soit toujours les mêmes journaux. Au moment où il est Premier ministre. Au moment où il est Premier ministre. Donc, personnellement, dans la situation, je trouve que la France ne peut pas se payer le luxe d'une instabilité politique. Et pourtant, je suis pas un turiféraire ou un fan de François Bayrou, mais j'estime que dans la situation, il a réussi plutôt à ménager la chèvre et le chou, à maintenir un petit peu la droite et le centre dans une espèce d'alliance très imparfaite, mais qui permet quand même de garder un cadre aux institutions. Donc moi, je suis plutôt favorable à son maintien et au fait qu'on arrête un petit peu de taper sur lui. Samuel Botton. Je pense que ce qui sauve Bayrou aujourd'hui, c'est qu'il évolue dans une indifférence générale. Les Français sont épuisés de la politique. On a vécu un remaniement. On a vécu un Premier ministre qui est resté en poste 2 semaines, Michel Barnier. Je suis pas forcément de droite à la base. Plus de 2 semaines. Mais Michel Barnier était une bonne option. Il avait des choses à dire, il avait des arguments à faire valoir, on l'a mis dehors. On se retrouve avec Bayrou, je pense que plus personne n'en a rien à faire, qu'on laisse les choses évoluer. Non, honnêtement, dans l'opinion publique et même sur ce qui se passe à l'Assemblée, je pense qu'on a acté, au vu des différentes affaires qui se passent dans le microcosme politique, Marine Le Pen qui est en danger,
le Parti socialiste qui ne peut pas forcément se permettre une nouvelle législative ou une nouvelle présidentielle anticipée, LFI qui ne cherche que ça. Donc forcément, un état d'indifférence général, et Bayrou qui s'en sort, parce qu'aujourd'hui, qui aurait mis une pièce sur le fait qu'il sera encore en poste aujourd'hui? Personne. Il a de bonnes chances d'aller encore plus loin. Non, honnêtement, au début, c'était pas fait. Ce qu'il sort, c'est quoi? C'est sa déclaration sur le Rassemblement national il y a quelques années en disant on ne peut pas les condamner comme ça, il faut leur venir en aide, il faut qu'ils soient traités comme les autres partis, il faut aussi des financements d'État. Et c'est ce qui joue dans le fait que le Rassemblement national ne soit pas allé au clash avec Bayrou. Vous parliez de la gauche. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule gauche qui veut le mettre dehors. C'est la France insoumise. Vous allez côté Parti socialiste encore plus avec le Congrès qui les attend. Je suis pas sûr qu'il soit aussi décidé que ça à voter son départ. Donc après, bon, effectivement sur Bettera, mais vous l'avez dit, des affaires qui arrivent dans des contextes particuliers, c'est monnaie courante. Mais ce qui le sauve, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça passe au-dessus de la population. C'est fatigant, et en plus je vais vous dire, moi je trouve que le débat politique est considérablement dégradé par le débat perpétuel sur les histoires et sur ce qu'on appelle les affaires. Allez. Les affaires m'intéressent pas. Allez, on a très peu de temps puisque voilà, vite, quelle stratégie politique pour les LR? Alors oui, on a eu donc cette campagne interne des LR qui était d'ailleurs, je trouve, d'un très bon niveau et qui a été à l'honneur de ce parti, qui a montré quand même qu'il avait encore quelques figures de proue avec une certaine envergure, ce qui n'est pas le cas de tous les partis aujourd'hui quand même. Retailleau étant parti plutôt d'une image plus conservatrice, a finalement été entouré comme porte-parole, je dirais, de Xavier Bertrand et de Jean-François Copé, qui ont fini par faire émaner autour de lui une espèce d'aura centriste que je ne comprends absolument pas et qui n'est pas conforme au personnage, alors que Laurent Wauquiez, au contraire, partait d'une posture un peu centriste et a fini par se droitiser dans la campagne, mettre en avant des propositions audacieuses, pourquoi pas proposer même de tendre la main à Sarah Knafo et à Reconquête, ce qui n'est pas rien. Quel est le défi maintenant pour LR? C'est que peu importe le résultat de ce week-end, LR va être confronté au bloc RN qui est plutôt imbougeable et qui a un socle hyper solide, et à une gauche qui, si elle est unifiée, arrivera à faire entre 20 et 25% selon la dynamique de campagne et le représentant. Donc comment arriver au second tour pour cette droite-là? Il y a deux solutions. Soit elle fait l'alliance avec le centre. Moi, je pense que c'est une mauvaise solution parce qu'elle se fera absorber par une Macronie qui, en plus, porte un bilan qui est juste catastrophique. Donc, c'est très dommage quand même de rejoindre un bateau qui est en train de couler. Soit elle s'occupe de faire une alliance à droite par-delà, je dirais, au-dessus, en enjambant le Rassemblement national, comme le propose Laurent Wauquiez. Je pense que c'est ça la bonne stratégie. Assumer un positionnement conservateur, plutôt souverainiste, avec Reconquête, et incarner ce que Reconquête incarnait, mais d'une manière beaucoup plus institutionnelle. Philippe. Voilà, très court. On a démontré récemment, mon cher Michael, que l'erreur de la droite, c'était d'aller chercher dans le vivier du Rassemblement national, il faut le chercher dans le macronisme. Un mot avant de tour de table. Je suis content qu'on évoque ce sujet parce que jusque-là, cette campagne pour la présidence de LR m'avait totalement échappé. Et finalement, ce qui m'étonne, c'est de voir, comme vous disiez, cette ligne centriste. Mais c'est dans la ligne centriste et peut-être même à gauche que se sont dessinées aussi les plus belles victoires de la droite. C'est ce qu'a fait Chirac pour contrer Balladur en 95, et c'est ce qui lui a permis de faire. Je peux pas dire que c'était une belle victoire. C'est une victoire parce qu'elle revient de nulle part. C'est une victoire parce que Balladur est devant jusqu'au bout, qui a parce que Jospin est présenté comme favori. Mais Seguin, ce qu'il fait à l'époque, c'est d'aller sur une ligne centre-gauche, et c'est ça qui permet à Chirac de s'en sortir. Seguin n'était pas vraiment de centre-gauche. Je veux dire, il avait il a orchestré une campagne en ce sens et il le revendique. n'était pas du tout dans ça. Et puis, la victoire de Chirac, désolé de dire qu'elle a quand même mené à 12 ans d'inaction. J'ai beaucoup de respect pour la personnalité du président Chirac, mais on peut pas dire que ça a été les grandes heures de la droite au niveau programmatique. Ça a été au moins une belle victoire. Et après les LR, on va parler avec vous de L1. L1, oui, forcément. Ligue 1 de football. On arrive à la dernière journée, donc c'est toujours les plus belles parce que c'est des multiplex, des matchs, des buts en pagaille. Vous qui êtes Marseille, vous nous rappelez qui est champion? Paris Saint-Germain. Voilà, il arrive à le dire, vous voyez. Philippe, nous allons parler du Paris Saint-Germain. Pendant 10 ans, on m'a expliqué que l'investissement des Qataris, l'arrivée de beIN Sport, allait tirer le sport et le foot français vers le haut. Aujourd'hui, on se retrouve, alors je vous renvoie vers l'excellent complément d'enquête qui a été fait sur le sujet, une ligue qui est totalement à l'abandon, des clubs qui ne font plus recette. J'entends par les droits télé. Aujourd'hui, quand vous prenez Southampton, qui est un club quasiment dernier de Première Ligue, 118 millions d'euros de droits télé. Vous savez combien il prend le dernier du championnat de France? 500 000 euros.
on peut plus lutter. On m'a expliqué que de faire venir des grands joueurs, de mettre des moyens, de mettre des chaînes, ça allait pousser le championnat vers le haut. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. On est de retour à la case départ, et une case départ qui est encore plus dramatique dans la mesure où avant, on arrivait à tabler sur des droits à 400-500 millions d'euros qui étaient fixes dans la poche des clubs. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a plus de diffuseurs, il y a plus personne qui se bat. Alors Maxime Saada, quand même était le patron de Canal+, a indiqué qu'il était ouvert à discuter avec De Taverneau, ce qui va nous permettre d'avoir une nouvelle offre, et du coup la Ligue et la Fédération française de foot qui pourraient reprendre la main, mais aujourd'hui on est sur un champ de ruines. Philippe Bilger. Je n'y comprends plus rien moi, dans cette affaire, sinon que je ne suis plus le beauf que j'étais le dimanche parce que ça coûte trop cher. Oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a perdu de la valeur, n'étant pas un grand fan de foot. J'ai l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre qui s'est créé entre ce club qui est devenu central, le Paris Saint-Germain, et le reste de la Ligue qui est devenu... qui est à la traîne en fait. Exactement, et d'un point de vue économique, c'est ça. Aujourd'hui, les seuls clubs qui arrivent à survivre, donc l'Olympique de Marseille par exemple, pourquoi ils le font? Parce que derrière, vous avez un propriétaire solide. Franck McCourt, tout s'est moqué quand il est arrivé, a montré qu'il avait la surface financière. À Lyon, John Textor, qui est peut-être une personnalité un peu plus contestable, a montré qu'il était capable de jongler avec ses actifs. C'est déjà ça. Monaco, Ribolovlev. Monaco, mais Monaco, attention, allez, on n'est pas sur les mêmes considérations clair. financières. Merci en tout cas beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ces tentatives d'enlèvement à Paris. Un pionnier de la crypto-monnaie alerte sur la mexicanisation de la France, où les fortunes numériques deviennent justement des cibles. Alors parlons vrai, est-ce que c'est le retour des rapts, comme par exemple le baron en pain dans les années 70? À cette question, avons-nous les ressources pour protéger les patrons de la crypto-monnaie? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Bruno Pomar sera avec nous dans quelques instants. J'avais une question à lui poser, mais je lui poserai en direct dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle, et merci à vous de donner la parole aux auditeurs, puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la problématique à Chirac. Bienvenue, les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h au 0826 300 300 avec Aude, bien entendu, si vous voulez vous aussi participer au débat avec Philippe Bilger, Samuel Botton aujourd'hui et Michael Sadoun. Et puis Philippe David, bien entendu. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce sont bien la fille et le petit-fils d'un PDG d'une société de crypto-monnaie qui ont subi une tentative d'enlèvement à Paris. Ces entrepreneurs, ils sont devenus la cible de tentatives d'extorsion avec violence. Il sera plus compliqué de vous prendre en otage, d'aller à votre banque et de prendre tout votre argent que de faire la même chose avec la crypto-monnaie. Le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion pour dire à tous les patrons de crypto-monnaie que l'on est attentif à leur sécurité. Tentative d'enlèvement à Paris. Le père de la victime, pionnier de la crypto-monnaie, dénonce la mexicanisation décidément de la France face à la criminalité qui cible désormais les fortunes numériques. Alors parlons vrai, est-ce que cette hyper-violence est enrayable? Et la question, avons-nous les ressources pour protéger les patrons de la crypto-monnaie? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Bruno Pomar est avec nous, un président d'Initiative Sécurité Intérieure et ancien policier d'élite, notamment au RAID. Merci beaucoup Bruno Pomar d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je vois ce cher Bruno Pomar, et d'abord je voulais lui dire comme j'ai été scandalisé par les menaces dont il a été l'objet par un voyou, et vous savez qu'on pense tous à vous Bruno. Pour le reste, pour arriver au sujet sérieux, je ne dirais pas au fond qu'il y a un changement radical de la délinquance et de la criminalité. Je pense que la criminalité en réalité suit son cours, mais qu'elle est capable de s'adapter à la modernité qu'elle découvre. Eh bien, aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie sur laquelle je ne serai pas capable de développer un discours structuré, mais demain, il y aura autre chose lorsque la rentabilité sera encore plus éclatante. Donc, c'est très grave. Le ministre de l'Intérieur a réuni les acteurs de la crypto-monnaie, il va tenter de les rassurer, les tranquilliser, mais je ne crois pas que ce soit un changement radical de régime. Michael Sadoun.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un phénomène qui est relativement marginal. C'est intéressant de s'y intéresser, mais il y a 400 enlèvements en France qui sont majoritairement dus au narcotrafic. Et là, en effet, en 2025, on a notamment 3 événements notables dont on a beaucoup parlé dans les médias et qui concernent des patrons de la crypto-monnaie. Les spécificités, évidemment, de la crypto-monnaie, c'est que les détenteurs de cet argent, il est très liquide d'ailleurs, d'abord, donc il permet de faire des très gros virements d'un coup. Voilà. Et en plus, il permet un certain anonymat, puisque vous savez que dans les processus de blockchain, etc., vous avez une espèce d'adresse électronique et un porte-monnaie, ce qu'on appelle un crypto-porte-monnaie, un crypto-wallet, voilà. Mais vous êtes quand même anonyme, donc ça permet d'avoir des transferts de fonds de manière parfaitement flexible, je dirais, pour ces criminels. Mais globalement, ça n'est que l'application à la crypto-monnaie d'une violence qui est en augmentation générale en France et dans le monde occidental. On a des événements qui sont similaires au Canada ou aux États-Unis, donc je ne pense pas que la France soit une cible plus spécifique pour ça, parce que je vois déjà les critiques qui vont arriver en disant mais en France on peut pas gagner de l'argent, etc. et tout. Je pense que c'est une criminalité qui a toujours existé et qui en effet s'adapte à la modernité. Samuel Botton. Les temps changent, les méthodes restent, les modes opératoires se durcissent. Je pense qu'il y a aussi un changement d'état d'esprit du côté du grand banditisme, là où avant on avait un minimum de décorum et de sens de l'honneur. Là, on est rentré réellement dans une hyper-violence dans tous les sens. Là, c'est du voyou pur. Voyou pur et dur. Et alors après, effectivement, c'est-à-dire faire avec son temps, à l'époque, ce qu'on se disait dans l'émission, c'est-à-dire Mesrine a procédé à des enlèvements et pourtant ça ne se passait pas forcément de la même manière. Est-ce qu'on peut lutter contre ça de la même manière qu'on lutte contre tout autre type d'enlèvement ou contre le crime? Et puis la question, c'est ce qui va se passer à partir de lundi, puisque Darmanin a annoncé qu'ils allaient se mettre sur une phase de travaux. Ils ont reçu un collectif aujourd'hui. Il y a un post sur LinkedIn de Éric Larchevêque où il fait 3 propositions en disant voilà, il faut retirer nos noms et nos adresses des identifications d'entreprise. Il faut qu'on ait un lien direct avec la police en cas d'enlèvement. Donc plein de propositions, à voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce problème doive être traité différemment d'un autre sur cette question précise des enlèvements et de la violence. Permettez-moi juste d'ajouter un tout petit truc à mon analyse qui était un peu froide, c'est que vraiment, vu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, etc. et tout, moi d'abord je voulais témoigner ma solidarité personnelle, je pense parler au nom de tous, envers ces personnes-là qui ont été victimes de tentatives d'enlèvement, etc., parfois devant leurs propres enfants. Enfin, je trouve ça vraiment barbare et ignoble, et personnellement, je serais pour sanctionner ça de la manière la plus brutale possible. Voilà. Allez, Bruno Pomar est avec nous, président d'Initiative Sécurité Intérieure et ancien policier d'élite, notamment au RAID. Bruno Pomar, est-ce qu'il va en ressortir? Parce que ma question est de dire, est-ce que nous avons les ressources en tout cas, ou les expertises, oui, mais les ressources pour surveiller, en tout cas, encore une fois, le modèle des grands patrons d'entreprise et de la crypto-monnaie? Non, d'abord, je partage évidemment tous les avis que j'ai entendus à l'instant, effectivement. En ce qui concerne la sécurité à proprement parler physique de ces patrons de la crypto-monnaie, évidemment, les services de police ne peuvent pas, à part faire des recommandations, comme ça a été le cas d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, avec le fait que le RAID, le GIGN, la BRI, etc., va coacher en quelque sorte ces patrons, au même titre qu'il y aura un numéro 17 avec un accès direct. Mais en ce qui concerne la sécurité physique de ces personnalités, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a un service qui s'appelle le service de la protection. Ils sont près de 1500 personnes. Moi, j'y ai participé il y a très longtemps, évidemment, dans le cadre de mes missions. On était 400 à 500. Là, on est à 1400 agents qui protègent des personnalités. Donc, c'est pas tenable, évidemment. Je pense que ces patrons de la crypto-monnaie doivent assurer leur sécurité, leur propre sécurité, avec des dispositifs de sécurité privée, tout simplement. Vous savez qu'il y a des sociétés de sécurité. Pardon ? Les APR, par exemple, les agents de proximité. Oui, les agents de protection rapprochés. Ça veut dire, c'est parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça veut dire, Bruno Pomar, que ces APR, ces agents de protection rapprochés, il va falloir les armer à un moment donné. Alors, mais ils sont les agents de protection rapprochés dans des sociétés privées. Il y en a quelques-unes qui détiennent des armes avec lesquelles ils peuvent faire des missions. Il y a une autorisation du ministère de l'Intérieur pour ça, donc ils peuvent assurer la sécurité. Le seul souci, c'est encore une fois un coût exorbitant, évidemment. Donc les patrons de la crypto-monnaie qui sollicitaient un petit peu plus de protection, etc.,
il ne faut pas qu'il compte effectivement sur les effectifs de police. Ce n'est pas tenable. Vous comprenez bien que les services de police sont déjà saturés dans toutes les missions, encore plus le SDLP. Donc effectivement, il faut qu'ils aient recours à des sociétés privées et ensuite écouter les consignes qu'a donné le ministre de l'Intérieur à travers des briefings qu'ils auront avec la BRI, le GIGN, le RAID, à travers un numéro spécial sur lequel ils pourront s'appuyer et à travers évidemment tout l'environnement qu'il y a autour d'eux. Parce que lorsqu'on parle d'armer ces gens-là à titre privé, j'ai entendu un des patrons qui a dit « j'ai besoin d'une arme ». Mais vous savez que généralement, et on l'a vu sur les dernières opérations, on a l'environnement, c'est-à-dire les cibles molles, c'est-à-dire l'environnement direct, la famille, les enfants, etc. Donc, comment on ne va pas armer tout le monde, c'est pas possible. Donc, il faut, encore une fois, des dispositifs de sécurité de rapprochés, humains tout simplement, pour pouvoir assurer la sécurité de ces patrons de la crypto-monnaie. C'est donc insoluble à vous entendre. Ben, c'est pas insoluble, Philippe. C'est une organisation différente. C'est une organisation. Ces patrons de la crypto ont des moyens, excusez-moi de le dire un peu franchement, donc ils peuvent se payer. Ce n'est pas aux régaliens d'assurer la sécurité rapprochée de ces personnes. Voilà, j'ai rien contre, attention quand je dis ça, mais simplement qu'il faut qu'ils prévoient, encore une fois, un dispositif humain autour d'eux pour assurer réellement leur sécurité. Merci beaucoup Bruno Pomar d'avoir accepté notre invitation, président d'Initiative Sécurité et ancien policier d'élite au RAID. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Mickaël Sadoun, merci beaucoup Samuel Botton. Bravo et puis, pour votre première. Oui. Et on se retrouve lundi à partir de 17h avec Philippe David. Dans un instant, mon cher Philippe. On retrouve notre ami Alexandre Priam pour le rugby. Salut Alex. Bonsoir. Salut Alex. les vrais voix. Et c'est la dernière semaine de Pro D2. C'est ce soir, 21h, le dernier multiplex de la saison de Pro D2. Et on va avoir une attention particulière pour deux clubs, pour Agen et pour Aurillac. Un de ces deux clubs sera barragiste et risquera son maintien en Pro D2 face à la deuxième meilleure équipe de l'échelon inférieur, la nationale. Rendez-vous compte, Agen, c'est un club immense du rugby français qui joue ce soir sa survie face à Mont-de-Marsan. Et tellement, merci beaucoup Alex 8 matchs Priam. en direct. 8 matchs en direct, en tout cas ce soir avec Alex Priam et toute son équipe. Et nous on se retrouve lundi à partir de 17h. Passez un excellent week-end et en attendant une excellente soirée sur Sud Radio. À tout de suite.